va passer à la suite. Donc là, je vais expliquer un petit peu en fait, le concept de compte sur Ethereum en partant de Bitcoin. Donc tout d'abord, pour ceux qui vont vouloir rester pour faire un petit peu de code après, ce sera intéressant que vous soyez tous sur Atelier Ethereum, le channel sur le Slack de Crypto.fr. Et pour se connecter pour s'inscrire sur le Slack Crypto.fr, c'est slack.crypto.fr. Normalement, vous mettez votre email dessus et vous recevrez un email d'inscription. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? C'est une chaîne de blocs, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est qu'un bloc? Un bloc, en fait, c'est un ensemble de transactions. Donc, on va avoir et donc, en fait, sur n'importe quelle blockchain, quand quelqu'un veut envoyer une transaction vers B, les transactions vont être regroupées par un mineur dans un bloc. Ce bloc va ensuite être validé par le réseau et par la suite, en fait, on va avoir les différents blocs avec les transactions à un instant T qui sont ajoutés les uns aux autres et stockés par tous les nœuds d'un réseau. Et cette base de données de blocs, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Donc pour commencer, en fait, on va commencer avec Bitcoin, parce que la plupart du temps, quand on vous présente une blockchain, on vous présente Bitcoin. Bitcoin, comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne avec des transactions qui partent d'un input vers un output. Il y a une seule transaction qui est un petit peu différente, qui est la transaction Coinbase. La transaction Coinbase, en fait, c'est quand un mineur valide un bloc, il va recevoir, pour avoir validé ce bloc, 25 bitcoins. Actuellement 25. Donc ça part de rien et ça va jusqu'à une adresse d'un mineur. Et donc ce qu'on obtient ici, c'est ce qu'on appelle un output, et tant qu'il n'est pas utilisé, c'est un unspent transaction output. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de choses, on appelle ça les UTXO. Ce sont donc le principe de fonctionnement de Bitcoin. Je vais passer voilà. Et donc, comment ça fonctionne après dans Bitcoin? En fait, on va aller d'UTXO en UTXO. J'envoie 5 bitcoins à quelqu'un sur une adresse, il va recevoir ces 5 bitcoins, il a une transaction qui n'est pas dépensée, il a le droit d'envoyer ça à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Donc là, on part de 100K Satoshi. À partir d'un input, on peut avoir plusieurs outputs. Et ainsi de suite, en disant, là, on a un bitcoin qu'on va diviser en deux en donnant ça à deux adresses. Ces deux adresses ont un nouvel input, et ils envoient ensuite ça à une autre adresse, etc. Et donc, en fait, quand vous avez une adresse bitcoin, vous avez un montant sur un explorer qui vous dit, là, l'adresse 1x, etc., possède 5 bitcoins. 5 bitcoins, en fait, c'est un ensemble d'UTXO. On va regarder tous les unspent transaction output qui sont associés à cette adresse, et on regroupe le tout pour obtenir le résultat final, qui est donc de 5 bitcoins par exemple ici. Donc je vous présente tout ça pour vous dire qu'en fait, il n'y en a pas du tout dans Ethereum. En fait, une adresse Ethereum, c'est pas un ensemble d'UTXO, c'est pas un ensemble de transactions, c'est un compte. Et donc c'est une grosse différence par rapport à Bitcoin. Sur Ethereum, il va y avoir deux types de comptes. Donc le compte personnel, à la manière de Bitcoin, on va avoir une adresse et une clé privée. La clé privée permet d'envoyer les Ethers qu'on a sur cette adresse, d'utiliser cette adresse. Et donc là, l'adresse est un compte
personnel. L'autre compte qui est possible sur Ethereum, c'est le compte de contrat. Et donc ce compte-là, par contre, n'est possédé par personne à part le contrat lui-même. Il va se posséder lui-même via le code qui est inclus dans le compte. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un compte Ethereum? Un compte Ethereum va être composé d'un nonce qui est juste un simple chiffre qui recense le nombre de transactions qui sont passées par ce compte. On va avoir une balance avec une dénomination en wave qui est juste 10 puissance moins 18 Ether. Ça fait beaucoup de chiffres après la virgule, si vous comptez ça en Ether. Vous avez un contrat et du stockage, mais ces deux parties-là sont dédiées surtout sont dédiées, pas que surtout, sont dédiées au compte de contrat. Donc le contrat, on va avoir un hash du code du contrat, et dans le stockage, on va avoir les informations du contrat. Donc une transaction à la différence en fait de Bitcoin, où une transaction c'est on prend des inputs, on définit les outputs, et en fait on n'a pas d'opération sur les balances sur Bitcoin. C'est ce qui fait que ce qui fait qu'en fait Bitcoin est extrêmement solide au niveau de la finance. Parce que sur Ethereum, on va avoir une balance sur un compte et en fait on va faire des opérations sur cette balance-là. Donc pour faire une petite présentation, par exemple ici on a un compte, donc c'est un compte externe ou un compte personnel avec une adresse. Sur cette adresse, on voit que la personne a un nonce de 2, il a envoyé 2 transactions, il en a reçu 3, il en a géré 3. Et on voit qu'il a une balance de 621 finets, je ne sais plus du tout ce que c'est. C'est milli-Ether. C'est milli-Ether. Voilà. Et donc, par contre, je peux passer à la suite. Donc ça, c'est un compte de contrat. Le compte de contrat en question, c'est le contrat de Digix.io qui a fait un crowdfunding il n'y a pas longtemps, qui a levé 5 millions en 12 heures. Et donc, on peut voir, je vais mettre juste après, là. Je vais le mettre tout de suite. Ça, c'est plus simple. Donc, j'ai mis sur le Slack, si vous voulez regarder, c'est sur Ethercamp, en fait. Vous allez voir ça. Donc là, vous voyez qu'il y a un nom de contrat, il y a un nombre de transactions, il y a le nonce, il y a l'adresse et il y a le storage. Donc si vous regardez dans le storage, vous allez voir en fait les différentes valeurs associées au contrat. Dans le contrat, ils ont dit par exemple qu'il y avait une date de fin, et donc vous allez avoir dans le storage quelle est la date. Enfin, ils ont mis quelle est la date de fin. Voilà, je pense. Ouais. Comment on fait pour coder sur Ethereum? En fait, le contrat, c'est ça. C'est assez difficile à lire, je suppose, pour la plupart d'entre vous. Et en fait, sur Bitcoin, c'est exactement la même chose. C'est un code assembleur où on va dire ajouter une Bitcoin à quelqu'un, enlever une Bitcoin, etc. Ici, on va avoir ici, en fait, on a tous les if, les for, etc. Mais les développeurs d'Ethereum se sont dit que ce serait peut-être un petit peu plus sympa d'avoir un langage compréhensible pour développer le contrat. Et en réalité, ce qu'on va voir maintenant et dans la suite du meetup, c'est le code en Solidity. Et donc Solidity, c'est un langage de type JavaScript, avec lequel on va pouvoir faire ces contrats. Voilà. Si vous avez des questions. Juste une toute petite question. Le nom, c'est le nom de transaction sur un contrat. C'est un
été reçu par. À chaque fois qu'il y a une transaction, le nom se demande de maintenant. Et c'est pour n'importe quel compte. Donc c'est pas que les comptes. On peut avoir plusieurs comptes sur une seule base, donc c'est pas possible de les tous réunifier à un moment donné quand même. Non, enfin, je pense que si tu as un Comme compte... les adresses Bitcoin, je veux dire, pour les faire Ah non, justement, enfin, le principe de l'adresse Bitcoin, c'est tu as une adresse et ensuite tu peux avoir des dizaines et des dizaines d'outputs. Là, en fait, ce qu'Ethereum a fait, c'est au lieu d'avoir des dizaines d'outputs, tu as juste un compte. Tu as une adresse et tu vas faire toutes les opérations sur cette adresse. Et on peut toujours quand même pas les faire travailler ensemble, les comptes, avec un contrat qui les réunit. Après, tu peux dire, je possède ces contrats-là, enfin ces comptes-là avec un autre contrat, enfin tu peux faire ce que tu veux avec les contrats ensuite. Est-ce qu'on peut utiliser un autre langage que Solidity si on n'est pas familier avec le JS? Ouais, il y a Serpent. et Serpent. Serpent, c'est comme du Python. Ouais. Enfin, c'est syntaxe Python et LLM, c'est Lisp. Ouais. Je crois qu'ils sont en train d'en faire des autres. Mais c'est quand même Solidity qui est le plus développé en fait. Donc, ça vaut le coup plutôt d'apprendre plutôt Solidity plutôt que de rester sur Serpent. Tu nous as montré en exact tout à l'heure un contrat ou une transaction. On peut retrouver le code Solidity ou Serpent, faire du reverse facilement. Ah, c'est ce que fait Ethercamp en fait. Quand tu vas sur Ethercamp, lui il récupère le. C'est du bytecode, on récupère du bytecode. Ce qu'il y a dans la blockchain, au départ, c'est le code assembleur. Oui. C'est pas mais le code assembleur qui est haché. C'est pas exploitable. On peut l'exploiter après ou on se trouve avec du bytecode. On peut l'exploiter. Là en fait. C'est pas des mauvais quoi. C'est peut-être un peu différent, mais dans Solidity maintenant on peut écrire en assembleur aussi. Donc en fait les deux vont pouvoir se rejoindre. Parce que dans l'idée on dit que tous les contrats sur la blockchain Ethereum sont en clair parce qu'on ne peut pas offusquer le code. Ouais. Je voulais savoir si on pouvait reprendre des idées facilement, si on pouvait auditer clairement le truc. Ils sont en clair oui, mais après tu as tout intérêt à donner les sources de ton code. Et après si tu compiles et que tu compares avec ce qui est sur un contrat, si c'est le même bytecode, voilà. D'accord. Donc a priori les gens cachent pas vraiment leur source. Okay. Il y a d'autres questions? On passe à la suite. Question. Est-ce que le principe, tu peux parler un peu plus fort? Est-ce que les contrats ont vocation à être open source par définition entre guillemets? Sinon, il n'aura aucun intérêt. Les gens n'auront pas. Ils pourraient être close source, mais en même temps, ils sont visibles entièrement. Tant qu'il n'y a pas de moyen de les cacher, ils sont open source par défaut. Le but c'est quand même d'avoir des applications décentralisées et les valeurs fortes d'Ethereum c'est la transparence et l'automatisation et la suppression du tiers de partie de confiance. Donc le codeur c'est un tiers de partie de confiance lui-même quand il cache son code. Enfin c'est pas dans les valeurs de cacher son code source. Ethereum a tout intérêt à être tout transparent parce que c'est son avantage avant tout, parce que pour l'instant c'est un peu plus cher, comme ça. C'est la transparence. On passe à l'oracle. Non, du coup, on fera la fin. On fera la fin. Donc, on va passer à la pause. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des fumeurs dans la salle? Ok, dans ce cas, je vais vous